Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à la réforme qui va arriver sur la facture électronique. Je suis Julie Lebar, donc responsable d'affaires en solutions de gestion, et je suis accompagnée du coup de Fabrice Vergerot, qui est donc spécialisé sur la solution EDDoc par rapport donc à la facture électronique qui va gérer cette partie-là. Nous allons commencer d'ici 1 ou 2 minutes, Fabrice, parce que je vois qu'il y Oui, a encore bonjour à 2, 3 tous. personnes qui rentrent. Allez, on se donne 1 minute, Julie. Voilà, parce que tu sais que l'agenda est dense sur ce sujet-là. Oui, ouais, oui, Pour rappel, il faut tenir le timing. voilà, on va essayer de tenir le timing, Julie. Vous avez, comme d'habitude, l'onglet pour poser vos questions, auxquelles on répondra pas au fil de l'eau, mais on fera des pauses, Julie, regroupant les questions sur le même thème. Si vous n'en avez pas, nous on en a, hein, pour animer le débat, mais en général, on a beaucoup de questions. Julie me disait tout à l'heure qu'elle connaît déjà les questions que vous allez poser pour certaines. Voilà. Mais c'est avec plaisir qu'on essaiera d'y répondre. Donc bienvenue à tous. Et puis, on va se lancer sur le sujet très rapidement. Le webinaire Oui. est enregistré. Vous, Vous pourrez avoir le lien de téléchargement. Le marketing vous enverra les liens et aussi pour récupérer cette présentation. Tu voulais dire, Julie? vous pouvez poser vos questions, ouais, via comment dire, le pavé chat, en fait, pour nous envoyer, voilà, toutes vos questions. Est-ce que je peux vous demander déjà de me faire un petit retour pour savoir si vous voyez l'écran et si vous nous entendez correctement? Bon, ça a l'air parfait, Fabrice, et je pense Eh qu'on bien, peut commencer. souhaitons que ça dure. Voilà. Oui, oui, c'est sûr. Bon, vous voyez que cette réforme, elle nous met de bonne humeur avec Julie. Donc, j'espère qu'on va vous la transmettre. Je vais pas dire qu'on arrive dans la dernière ligne droite, mais quelque part, on est dans oui, un peu quand même la dernière ligne droite des présentations en tant que concept. Euh, Avec Julie, à chaque fois, on se dit c'est la dernière fois qu'on présente les concepts, mais c'est un préalable après pour votre réflexion, pour la mise en place. Donc, on commence à animer aussi des webinaires qui sont sur une partie plus pratique, voilà, puisque ça va quand même impacter un certain nombre de choses. Julie, présente-nous Dedoc, toi qui es une grande fan de Dedoc, dans ton rôle de responsable d'affaires. Alors, EDDoc, en fait, c'est une solution qui va vous permettre de digitaliser et d'automatiser certains de vos process d'entreprise. On va parler évidemment de documents, donc bien évidemment tout ce qui est flux de facturation, que ce soit de la facture fournisseur ou de la facture client. Donc on va vous permettre d'automatiser l'envoi et la réception de vos factures. On va également parler de dématérialisation de vos bulletins de salaire, de vos notes de frais, par exemple, via des applicatifs sur les smartphones ou tablettes, de pauses de congés. On va avoir plein aussi de services autour de tout ce qui est gestion de recouvrement client avec de l'automatisation de scénarii, avec la typologie de clientèle. On va pouvoir également vous parler de signature électronique de vos contrats commerciaux ou vos contrats de travail. Et donc, c'est une plateforme qui a vocation à, voilà, à dématérialiser et digitaliser vos process d'entreprise, centralisés sur le même portail web, comme vous pouvez voir sur la capture d'écran.
Là, aujourd'hui, on va faire évidemment un gros focus sur la réforme à venir de la facture électronique. Mais sachez que sur le site EDDoc, vous avez tout le descriptif et tout le détail des process et des services que l'on propose. Voilà, je fais une courte présentation. C'est une solution franco-française. Par contre, voilà, je vais juste préciser ça, hébergée dans des data centers en France. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une solution globale sur de la digitalisation de process. Et comme vous le disiez, Julie, on va pas vous parler de tout ça parce Fabrice, que je pense que tu sinon, peux. Ouais. tu m'entends, Julie? C'est parfait ou pas? Oui, oui, très bien. Oui, oui, oui. Voilà. Comme disait Julie, on va parler essentiellement de la facture X, mais que de facture X. Alors, le nom est un peu galvaudé, pardon. Peut-être qu'on le galvanisera un jour, mais aujourd'hui, il est galvaudé. Ça regroupe l'ensemble des process de facture électronique. Donc, par simplicité, on parlera beaucoup de facture X. Puisque d'ores et déjà, la plateforme Dedoc peut générer de la facture X. On verra dans quelles conditions. On a fait un petit focus pour rappeler quand même ce que c'est qu'une facture électronique aujourd'hui. La facture électronique a, j'allais dire, une existence légale et fiscale depuis 2013. Il y a eu quelques petites modifications, notamment l'année dernière, sur le niveau de signature obligatoire. Euh, et puis une autre, il y a quelques semaines, on va préciser. Une facture électronique, c'est pas l'inverse d'une facture papier, c'est quand même quelque chose de très précis. C'est un document en PDF, il pourrait être en ODI, mais on va rester sur le PDF aujourd'hui, avec des données. Alors, jusqu'à il y a quelques temps, c'était structuré ou non, mais là maintenant, il faut qu'elles soient structurées dedans, qui doivent être associées de façon à ce que le PDF soit lisible pour l'humain et que les données soient lisibles pour la machine. Elle a une deuxième chose qui est depuis 2013 et qui se confirme avec la réforme et s'accentue. Euh, si vous n'êtes pas en mesure de faire une piste auditiable, c'est-à-dire de renseigner toutes les opérations en temps réel et leur origine, vous êtes obligé légalement, enfin fiscalement surtout, de signer électroniquement le document de façon à garantir son origine et son intégrité. Tout simplement parce que n'ayant plus entre guillemets de pièce originale, les contrôleurs fiscaux ont besoin de savoir facilement et rapidement, et je vais dire de façon sûre, que c'est bien une facture qui existe quelque part, en clair que le destinataire, il y a bien l'émetteur en face du destinataire. En clair, si je rembourse de la TVA, est-ce que je suis sûr que je vais la retoucher moi-même? Et puis, dernière petite contrainte, comme vous l'avez reçu électroniquement et que la signature, elle est intégrée et qu'elle se voit pas facilement comme ça, elle doit être archivée dans son format d'origine. C'est-à-dire si vous recevez une facture électronique par mail ou en téléchargement, vous êtes censé la garder dans le format où vous l'avez reçu. Donc, l'impression ne sert à rien en termes d'archivage ou de conservation. Euh, on a fait le décompte, on n'a pas trop de clients en prison pour l'instant à cause de ça, mais sachez que il y a de plus en plus de vérifications sur en début de contrôle sur ce type de choses. À moins que tu en aies croisé dernièrement, hein, Julie, mais a priori tu avais pas de Non, clients. non, 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 mais il est Non. vrai que ce que l'on croise, par contre, assez régulièrement, c'est des envois de factures par mail. Et souvent, on pense qu'on est dans la facture, dans la norme de la facture électronique. Mais comme le redisait Fabrice, ce n'est pas juste un PDF envoyé par mail, hein. Derrière, il faut qu'il soit signé et archivé correctement, en fait. Donc attention à ça, surtout en ce moment, on va dire, mais ça va, avec la nouvelle norme, ça va vite se régulariser. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de faire vite sur la partie origine. Le contexte de cette loi, c'est une loi de finances de 2020, c'est l'article 153. En fait, c'est tout simplement l'application d'une directive européenne
Il a été décidé au niveau de l'Europe, à un horizon qui est désormais certain, on verra tout à l'heure, que les échanges de factures au travers de l'UE devront se faire électroniquement. Chaque pays ayant à sa charge de retranscrire dans son droit cette directive européenne. Donc, l'objectif, allez, on va pas se le cacher, hein, on peut le tourner dans tous les sens, c'est contrôler la fraude à la TVA. Alors, la DGFiP en France, en bon communicant, a dit que c'était pour favoriser une concurrence plus juste et plus loyale. En clair, que tout le monde paye la TVA qu'il doit. Et on verra qu'à terme, c'est une promesse qui, si elle paraît très ambitieuse, devrait fonctionner parfaitement bien, c'est faire baisser les coûts de gestion de la déclaration, puisque on verra que l'objectif, c'est que vos déclarations de TVA se remplissent au fil de l'eau, un peu comme vos déclarations sociales avec la DSN, hein, par exemple. Donc, vous voyez que l'objectif doit être tenable. On y voit nous aussi, et nos clients y voient beaucoup l'occasion de pouvoir enfin avoir des échanges harmonisés interentreprises. C'est fini d'avoir des clients qui veulent de la facture papier en un, deux exemplaires, d'autres en mail, d'autres qu'on dépose sur leur plateforme, ce qui complexifie, outre le processus de facturation, euh, complexifie le processus de distribution. Euh, et c'est nous, un de nos métiers, distribuer euh, des documents et notamment des factures. Et le but, c'est de dire, maintenant, on va avoir un socle commun et tout le monde parlera dans ce socle commun, échangera dans ce socle commun. Et puis le dernier point, qui, je veux dire, peut paraître anecdotique. En 2020, il paraissait un peu anecdotique, il est moins désormais, c'est que les États puissent disposer d'informations macroéconomiques en temps réel et notamment dans des périodes un peu instables comme on vit depuis quelques mois. Voilà. De façon à mieux cibler les secteurs en difficulté ou les régions en difficulté. En général, quand on commence à parler d'un projet important, et notamment au niveau de l'État, on se dit comment ça va se passer, ça va être compliqué. Euh, je ne sais pas si on a déjà la question, Julie. Est-ce que ce sera repoussé? Non, n'y comptons pas. Mais pourtant, on va se dire qu'il y a quand même déjà des précédents. Alors pour, j'allais dire, les plus anciens d'entre nous, dont je fais partie, on a connu l'alias fiscal en EDI. Ça paraît tellement banalisé, mais surtout en cette période de clôture pour les gens qui sont au 31 décembre, rappelez-vous qu'avant 2013, on faisait l'Elias sur papier, ça nous occupait. En 2017, et j'aime bien le parallèle, on a eu la DSN, cette déclaration sociale nominative. On a vu la DASU avant, on a vu d'autres systèmes, mais la DSN, ça a été l'aboutissement de ce long projet qui finalement, alors même si parfois ça a été pour diverses raisons parfois un peu difficile pour certaines équipes, finalement fonctionne super bien parce que le fait de déclarer ses flux sociaux en continu, ses flux sociaux, permet d'alléger la tâche et puis, comme on le voyait pour la TVA, de réduire la fraude. Donc, la réforme de la facture électronique, c'est un peu le pendant fiscal de cette déclaration sociale qui, elle, était du social en temps réel. Ça a tellement bien marché, la DSN, qu'on en est arrivé au prélèvement à la source, qui finalement, après, fonctionne relativement bien quand même. Mais pour nous rapprocher du sujet d'aujourd'hui, et vous allez voir que le parallèle et on va voir en tout point intéressant, c'est la mise en place de Chorus Pro pour tous. Vous êtes un certain nombre aujourd'hui à participer à ce webinaire. On peut faire le pari que plus d'un tiers des gens qui sont présents aujourd'hui connaissent le portail Chorus Pro, qui est le portail dès lors que vous êtes fournisseur
de la sphère publique, que ce soit l'État, que ce soit un département, que ce soit une mairie, un lycée. Dès lors que vous êtes fournisseur, depuis 2020, vous avez cette obligation de déposer sur Chorus Pro. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça reprend exactement les mêmes schémas et que ça va reprendre les mêmes équipes sur un portail qui va être complètement nouveau. La bonne surprise étant même que à terme, alors me demandez pas l'échéance, mais on nous dit que ce sera quand même assez rapide. Le portail Chorus Pro fusionnera avec le nouveau portail de l'État, donc vous n'aurez plus qu'un endroit, y compris pour la sphère publique, pour déposer vos factures. Donc on va le réussir ensemble, vraisemblablement. Moi, ça m'intéresse. Si vous travaillez déjà avec Chorus Pro, faites-nous un retour dans le chat et si vous avez déjà des outils d'automatisation pour savoir un petit peu sur la proportion, parce qu'on est pas mal, enfin vous êtes pas mal aujourd'hui à assister à ce webinaire et avoir ce type de retour aussi, c'est intéressant pour nous. Alors, il faut savoir que Deloitte travaille depuis l'origine avec Chorus Pro directement pour faire des dépôts de masse pour ses clients et ses utilisateurs. Allez, les points importants à retenir. J'allais dire, je vous demande un peu d'attention parce que j'entends encore, j'ai encore entendu avant-hier des imprécisions. C'est les dates de mise en place. Julie, je te les laisse, les dates, cette explication sur ce point 1. Ok. Alors, en fait, on va parler effectivement d'obligation d'émission pour certaines catégories d'entreprises. Donc, la première obligation, c'est pour les grandes entreprises d'émettre au 1er juillet 2024. Et donc, comme tout le monde est au moins client d'une grande entreprise, ça veut dire que vous, tous, que vous soyez dans cette première tranche ou pas, vous allez avoir l'obligation de recevoir et d'aller chercher ces factures électroniques de ces grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises vont déposer leur première facture à compter du 1er juillet 2024. Ça veut dire Orange, EDF, Total, tous ces gros fournisseurs qui vous concernent tous. Donc dès le 1er juillet 2024, dites-vous qu'à un moment donné, il va falloir que vous vous connectiez par un moyen ou un autre sur ce portail pour aller rechercher ces factures. Je pense que tu peux continuer à descendre, enfin à afficher le Oui, PowerPoint, Fabrice. oui. Je vais Donc les apporter juste une petite précision parce qu'on va avoir la question. ouais. C'est même plus large que toutes les entreprises. C'est tout assujetti à la TVA en France. Donc, que vous soyez une micro-entreprise, qu'un auto-entrepreneur, une association assujettie, il y en a quelques-unes en France, dès lors que vous êtes assujetti, vous devrez avoir, comme le disait Julie, un portail de réception. Donc, à peu près tous ceux qui sont Donc les présents grandes aujourd'hui. entreprises, oui, c'est ça. Bon, les grandes entreprises, ce seront au-dessus de 5000 salariés et beaucoup, beaucoup de chiffre d'affaires. Ensuite, on a les entreprises de taille intermédiaire qui devront donc émettre leurs factures clients, excusez-moi, au 1er janvier 2025. Donc ça veut dire évidemment une date butoir au 1er janvier 2025, donc ça veut dire s'équiper et commencer déjà, à mon avis, à anticiper dès maintenant, mais au pire sur le deuxième semestre 2024. Les entreprises de taille intermédiaire, ce sont les entreprises comprises entre 250 et 5000 salariés et qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros. Il y a aussi des questions de total du bilan. Il me semble que c'est 43 millions, du coup, la limite. Donc ça, il faut faire attention parce que je sais que certains... Julie, tu Oui, vas avoir ton diplôme d'expertise comptable, c'est promis. d'accord. D'avocat Pour le moment, fiscaliste. c'est pas ma vocation. Voilà. Oui. Et puis on va passer à toutes les entreprises en dessous de 250 salariés et qui réalisent moins de 50 millions de chiffre d'affaires. Donc les PME, TPE et effectivement micro-entreprises qui devront, elles, émettre au plus tard au 1er janvier 2026. Donc ça veut dire une anticipation évidemment sur 2025. Ou 2024, Julie. Je suis une Oui, TPE, je suis ah, équipé. Le 2 juillet 2024, je peux émettre.
Effectivement, il y a aucune interdiction, évidemment, pour les entreprises d'anticiper ce dépôt. On n'est pas obligé d'attendre la dernière minute. Et je pense que dans tous les cas, il va y avoir une grande anticipation en fonction par rapport aux dates butoirs. Parce que, eh bien, finalement, vous allez devoir vous connecter sur ce portail dès le 1er juillet 2024. Des outils vont déjà être opérationnels et vont déjà être mis à disposition. Et à partir du moment où vous allez avoir besoin d'un outil pour automatiser la réception de vos factures fournisseurs, eh bien, rien ne vous empêchera d'automatiser l'émission de vos factures clients sur ce fameux portail public de facturation. D'autant qu'il y a un outil qui va être génial, c'est un annuaire, euh, gros annuaire, qui sera géré donc par le portail public de facturation, où tous les assujettis seront déclarés dans cet annuaire. Donc en clair, vous allez sur l'annuaire, vous êtes dans la réforme, vous n'êtes pas dans la réforme, c'est la DGFiP qui validera ou non. S'il y a une erreur, on ne sait pas encore comment ça se passera, mais vraisemblablement, je vais dire, vous vous retrouverez dans cet annuaire-là, et c'est dans cet annuaire-là que vous pourrez mettre la plateforme que vous avez choisie pour vos réceptions de factures. Donc, dès le 1er juillet, enfin, avant le 1er juillet, il faudra que vous ayez choisi votre plateforme. On verra un peu plus tard quel choix vous aurez. Euh, Si vous êtes dans l'annuaire, vous devez dire, bah, je reçois mes factures, je veux les recevoir sur le portail public de facturation, je veux le recevoir sur portail.com, je veux le recevoir sur EDDoc, sachant que vous ne pourrez pas mettre, j'allais dire, tout le monde, puisque dans cet annuaire, il n'y aura que les plateformes partenaires de dématérialisation. Donc ça, c'est très important parce que c'est ce qui va permettre que le système fonctionne et vous mettrez un nom de plateforme, enfin, vous choisirez une plateforme dedans, indépendamment de votre adresse mail. Ça veut dire qu'on ne vous transmettra plus vos factures par mail, elles passeront nécessairement par des dépôts, des chargements sur les plateformes. Et puis, comme on a dit qu'on voulait un système fluide et universel, entre guillemets, pour diffuser une facture, vous ne pourrez diffuser que dans des formats standards d'hybride. Voilà, c'est un format hybride, c'est un format lisible par l'homme, comme dont on parlait tout à l'heure avec FactureX, avec des données structurées. Donc la conclusion, c'est plus d'envoi par courriel, mais des dépôts sur la plateforme du client. Et puis le dernier point, le 5, vous allez déposer vos factures. Votre client, donc le destinataire, va la recevoir d'une manière ou d'une autre, hein, soit par téléchargement. Enfin, ça dépendra des systèmes choisis. Vous devrez en outre, un peu comme sur Chorus, avoir un échange de statut, c'est-à-dire que est-ce que la statue est rejetée? Alors rejetée, ce serait pour des raisons techniques. C'est plutôt les plateformes qui vont le faire en automatique. Mais un destinataire peut dire, moi cette facture, elle n'est pas pour moi, pour une raison ou pour une autre, donc je la refuse. Mais vous aurez aussi des statuts intermédiaires. En statut obligatoire, on en a 4. Hein. On a donc je disais rejeté, encaissé, refusé et déposé. Bon, déposé et rejeté, ça se fait en automatique. Le refus est manuel par le destinataire. Et puis l'encaissé, c'est toujours le destinataire qui dira si elle est encaissée ou pas. Ce statut-là, dans un premier temps, n'est obligatoire que sur les factures qui sont sous le régime de la TVA sur les encaissements, puisque, comme on le disait en introduction, hein, ça va remplir votre déclaration de TVA, donc on a besoin des paiements pour les factures, j'allais dire, en TVA sur les encaissements. Les Je vais juste conséquences. apporter Oui, une toute petite précision, Fabrice, sur les statuts.
rejeté et refusé, parce que souvent on me demande, mais je comprends pas quelle est la différence en fait. Et le statut rejeté, pardon, le statut rejeté, en fait, ça veut dire que le fichier que vous allez transmettre sur le portail public de facturation ne sera pas conforme au format attendu. Donc là, en fait, c'est un rejet technique en réalité de votre, on va dire, fichier. Et le statut refusé, effectivement, ce sera manuel. Ça veut dire que votre client ou vous-même, on sait, parce qu'on est forcément le client de quelqu'un, vous refusez la facture. Ce qui aura pour conséquence, clairement, de ne pas alimenter la TVA. Juste une chose, vous avez le choix de votre plateforme de réception, de votre plateforme d'émission. Vous aurez aussi le choix dans les formats. Il y a 3 formats principaux, allez, on va dire 4. 3 qui sont hybrides à base de PDF et de données, C2I, UBL et Facturix. Alors C2I, UBL, c'est un petit peu particulier. Et les formats EDI pour les gens qui utilisent de l'EDI pourront continuer à travailler en EDI, mais obligatoirement au travers de plateformes. Il y a un détail sur les formats un peu plus loin. On y passera rapidement, mais vous aurez le support de ce côté-là. La deuxième conséquence, je vous disais, vous allez vous inscrire, vous n'aurez plus besoin de mettre votre adresse mail, vous n'aurez plus besoin pour envoyer une facture de connaître l'adresse mail de votre destinataire. En effet, ce qui va devenir la clé de routage, on va dire, c'est le sirène. C'est extrêmement simple. Je fais une facture, je mets le sirène du destinataire. Avec ce sirène, la machine va interroger l'annuaire et va dire faut que j'aille la déposer là et le fera automatiquement. Alors le sirène, c'est ce qu'on appelle la maille la plus haute. Ça peut être du SIRET. Et comme sur Chorus Pro, ça peut descendre au service pour les organisations les plus grandes ou qui veulent détailler un certain nombre de choses. Donc, on a tous connu ça. J'envoie à une grande entreprise ma facture. Au bout d'un mois, elle n'est pas payée. On me dit que je l'ai pas envoyée au bon service et tout ça. Ça, ce sera plus possible puisque dès lors, on devra vous indiquer. Alors, charge à vous après de mettre l'information sur la facture, l'endroit où enfin le SIRET ou le service sur lequel vous devez déposer cette facture-là. Donc ça devrait fluidifier énormément et pour le moins aussi, j'allais dire raccourcir les délais d'éventuels litiges, donc a fortiori les délais de règlement. Ce qui peut être une bonne nouvelle pour la trésorerie, en sachant que quand la trésorerie, hein, c'est des entrées et des sorties, donc si vous encaissez plus vite, il n'est pas impossible que vous payiez aussi plus vite, mais ça peut avoir cet impact-là. La troisième conséquence, c'est dès lors que vous émettez une facture qui passe par une plateforme, elle va alimenter la TVA. Donc toutes les données de TVA que vous passiez par une plateforme publique, par la plateforme publique ou par des plateformes privées, devront obligatoirement être transmises à la plateforme publique. C'est important parce que c'est ce qui va alimenter le système et c'est ce qui va permettre d'enrichir la déclaration de TVA. Et on va venir un petit peu plus loin sur ce principe-là, mais il faut connaître cette obligation. Mais ça veut dire que vous n'avez plus grand-chose à faire derrière une fois que vous avez émis votre facture. Ça veut dire que le portail public de facturation, le PPF, transmet directement à la DGFiP. Je mets l'interlocuteur privilégié parce que déjà, dans un premier temps, vous aurez des interventions à faire un petit peu, puisque tout le monde passera pas en fonction de ses obligations par les portails. Mais la deuxième chose, c'est qu'il y a sans doute quelques petites rectifications à faire sur un certain nombre de flux, mais on va dire que 90% du flux sera fait. Est-ce qu'on fait une pause question? Julie, est-ce que
Oui, j'en ai quelques-unes effectivement, notamment par rapport aux sociétés étrangères, mais il me semble Je- qu'on va les aborder un petit peu Ouais, plus loin au niveau des flux de reporting. Donc, ouais, c'est tout pour à ça fait. que pour le moment, j'ai pas répondu et enfin que je t'ai pas posé la question, on va dire. Et il y a aussi une question par rapport aux critères des envois structurés. Où est-ce qu'on peut récupérer en fait, je pense. Le format attendu, je suppose que c'est ça au niveau de la question qui est souhaitée. J'y reviens dans les formats aussi. Voilà. Donc pour le moment, non, on Voilà, peut continuer. ok. Alors, dans les acteurs, bah, il y a vous, entreprise ou, j'allais dire au sens plus large, assujetti à la TVA. Donc, je lui disais, obligation de recevoir, d'être en capacité de recevoir les factures électroniques en 2024 et l'obligation d'émettre au plus tard en 2026. Le deuxième acteur essentiel, c'est le portail public de facturation. On l'a vu, hein, qui va gérer le flux de TVA et le flux de factures éventuellement. Dans les termes très importants, il y a des flux qui s'appellent des flux d'e-reporting qui sont que des flux de données. Et on va voir que vous avez pas mal d'opérations qui ne sont soumises entre guillemets qu'au flux de données et le flux d'invoicing qui est le flux de facturation. Le critère, il est assez simple pour savoir quelle opération, et ça va te donner une première réponse sur les sociétés étrangères. Il y a une règle, bon, c'est pas, elle n'est pas écrite dans le marbre, hein, mais elle fonctionne. On n'a pas trouvé de cas où elle fonctionnait pas. Alors il y en aura peut-être un jour, hein, mais si c'est une opération entre deux assujettis, c'est de l'invoicing. C'est-à-dire, je suis une entreprise française soumise à la TVA en France, je facture une entreprise ou un autre assujetti, c'est un flux d'invoicing, c'est-à-dire que c'est une facture que je vais envoyer avec tous les éléments. Alors, un minimum deux, on verra, peut y en avoir trois ou quatre assujettis dans une facture. Et l'e-reporting, c'est quand il y a qu'un seul assujetti dans la transaction. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes une entreprise qui facturait des professionnels. Vous faites, on va dire, du négoce de matériaux. Vous fabriquez vous vendez à des artisans. Toutes vos ventes aux artisans vont passer dans le flux d'invoicing de la facture, puisque votre artisan est lui soumis à la TVA, assujetti à la TVA. Et puis, vous avez des particuliers qui viennent le week-end vous acheter de la peinture et des parpaings. Le particulier n'étant pas assujetti à la TVA, vous ferez un flux d'e-reporting, vous n'enverrez que des données, vous n'enverrez pas la facture ou le ticket de caisse. Voilà. Et puis le portail public gérera aussi les statuts. On a ensuite trois autres acteurs, pardon, les PDP qui sont les plateformes de dématérialisation partenaires. C'est un peu un miroir du portail public de facturation. Enfin, pas un miroir d'ailleurs, c'est un peu un petit portail public de facturation. Ils ont à peu près les mêmes obligations et puis pas tout à fait les mêmes services, parce que sinon on n'aurait pas de raison d'exister. Le portail reste l'unique détenteur, le portail public de facturation reste l'unique détenteur de l'annuaire. Voilà. Mais par contre, les plateformes de dématérialisation partenaires peuvent interroger cet annuaire et écrire dedans, puisqu'elles pourront faire l'inscription de leurs utilisateurs. Euh, elles ont une deuxième obligation, c'est celle de se parler entre elles de façon à ce que le système fonctionne parfaitement bien. On verra tout à l'heure un petit peu toute la liste de ce côté-là. Mais c'est des acteurs qui vont être importants et notamment pour les gens qui sont, d'ailleurs leur raison d'être à l'origine, hein, pour tous les gens qui sont déjà en émission EDI notamment, c'est les seuls qui vont pouvoir pérenniser les systèmes EDI actuels, qui sont souvent contraignants pour la PME. Cette fois, c'est les gens qui sont à l'origine du flux EDI qui devront se débrouiller avec une PDP. Ensuite, vous avez un autre type d'acteurs qui sont les opérateurs dématérialisation. Les opérateurs dématérialisation ne seront pas référencés dans l'annuaire, mais pourront se connecter soit à des PDP, soit à la PPF. Ils ont pour vocation notamment à assurer le dépôt de masse. Je reprends l'exemple de Chorus. Chorus, on a eu quelques avis hein, sur la plateforme. Je lisais un avis tout à l'heure
qui disait que c'était simple et intuitif, par exemple. C'est vrai, c'est simple et intuitif, c'est plutôt bien fait, mais si je dois redéposer 200 factures, ça va m'occuper. Voilà. Donc, pour ce faire, il existe d'ores et déjà avec Chorus des opérateurs de dématérialisation, comme Edeloc, qui prennent un flux de factures important et s'occupent pour vous de faire tout le dépôt et toute la gestion. Et bien de la même manière, les opérateurs de dématérialisation, dans le cadre de la réforme, ils prendront des flux importants, enfin, importants en nombre, et à minimum, et ben, j'allais dire, les déposeront et feront toute cette tâche-là. Si on peut prendre un parallèle, hein, c'est un peu quand j'ai 5 factures par jour, je peux coller des timbres. Quand j'en ai 20, je commence à prendre une affranchisseuse. Et puis quand j'en ai beaucoup, j'ai une grosse affranchisseuse où je passe par une usine. C'est un peu le principe de l'opérateur de dématérialisation. Donc on l'a vu, les entreprises sont des acteurs. Le portail public de facturation, les PDP et les opérateurs de dématérialisation. N'oublions pas, et c'est important, et ça c'est pour répondre à une autre question qu'on a eue tout à l'heure, les éditeurs des logiciels de facturation. Puisque une partie de la réforme repose sur ces éditeurs-là et sur les données et les formats qu'ils vont fournir. On l'a dit, il y a en termes de structure 4 formats, mais ça devient un peu plus complexe parce que par exemple dans FactureX, qui est un des formats, vous avez plusieurs niveaux de FactureX. Donc rapprochez-vous de votre éditeur pour voir la maturité où il en est aujourd'hui sur cette partie-là. La recommandation, c'est une norme EN 16931 enrichie, puisque à terme, c'est cette norme-là comprend l'ensemble des données nécessaires en démarrage et en phase d'atterrissage dans la réforme. Euh, il est important de travailler aussi avec votre éditeur, puisque les plateformes et les opérateurs de dématérialisation pourront pas forcément tout transformer. Il faudra qu'il y ait quand même un minimum de données pour que ça fonctionne. Julie, c'est le schéma qui fait mal à la tête. On y va? T'es prête? Ouais, ouais, il y a eu une petite coupure. Je ne sais pas si tout le monde l'a ressenti, mais sur les deux, trois dernières phrases, moi perso, j'ai eu une petite coupure. Donc, on en était juste au moment où tu disais que fallait se rapprocher en fait de vos éditeurs de solutions de gestion commerciale notamment, parce que en fait, ce sont eux qui vont sortir les formats de facture attendus sur le portail public de facturation. Dans la globalité, on va dire dans la majeure partie des cas. Et ensuite, les OD, eux, se chargeront d'automatiser le dépôt et le réception des factures. La distribution, on va dire clairement, un minimum. Voilà. Oui, oui. Le schéma qu'on a ici est, comme son nom l'indique, un schéma en Y. Alors, à force de faire des traits de partout, on va dire un schéma en rectangle bientôt. On est dans le cas où l'émetteur, donc le fournisseur et le destinataire, donc le client, ont tous les deux choisi de travailler, et en particulier le destinataire avec le portail public de facturation. Donc, j'ai deux assujettis dans ce cas précis, puisqu'ils passent dans le portail. Le fournisseur émet sa facture, il retrouve le numéro de SIRET de son client dans sa facture, il passe éventuellement par un OD, pardon, il dépose sur le portail et le client pourra récupérer unitairement ou en masse via un opérateur de dématérialisation l'ensemble de ces flux. Ils vont s'échanger les statuts et vous voyez qu'ils s'interdisent de communiquer directement par mail leurs factures. Alors j'ai mis par mail, hein, mais par extension par papier et tout ça. Ces échanges ne seront plus possibles de ce côté-là. Mais vous voyez que c'est extrêmement simple. J'ai pas de mail. J'ai un numéro de sirène et c'est obligatoire de le mettre sur la facture, le numéro de sirène du destinataire ou le numéro d'intracom hein, qui est quelque part, on a le numéro de sirène dedans. Mes échanges, je prends toute transparence et ce, quelle que soit ma taille en tant qu'émetteur, je pourrais le faire dès le 1er juillet 2024 puisque mon client est forcément inscrit pour recevoir ses factures Orange. C'est aussi ce qui va, j'allais dire, un peu globalement garantir la réussite du projet, c'est que les grandes entreprises ont quand même incité leurs clients, et finalement, elles ont quasi tous les assujettis comme clients en France, à s'inscrire parce qu'elles ne pourront pas distribuer s'il n'y a pas d'inscription. Donc,
globalement, ça devrait accélérer les choses. J'ai Fabrice, une autre oui. est-ce que, juste pour revenir sur la slide précédente, est-ce que tu peux faire un focus sur la typologie de clientèle quand on échange avec des particuliers? Parce que c'est vrai qu'on Alors, parle du B2B là principalement, oui. et Alors, il faudrait faire un petit focus sur les échanges avec des particuliers, qui est alors, justement particulier. alors, c'est voilà, tout à fait. Euh, la réforme au départ a été construite autour de l'échange B2B. Il est entendu que si je facture à un particulier, ben, je collecte de la TVA vraisemblablement, hein, si je suis une entreprise assujettie, mais mon particulier ne va pas la récupérer. Donc je vois une question, hein, je fais d'aide à la personne, c'est les personnes âgées. Euh, Bien sûr qu'elle n'a pas Internet, mais à cette personne-là, vous pourrez continuer à vous à envoyer en papier le document à votre destinataire, puisqu'il n'est pas dans la réforme, il n'est pas inscrit sur le portail. Par contre, ce qui va se passer, c'est que ce document-là, qui va arriver dans la boîte aux lettres papier de la personne, on va lui mettre un petit flag informatique quelque part, de façon à ce que vous puissiez le mettre dans votre flux de reporting. Et tous les 10 jours, l'ensemble de vos flux soumis au reporting, donc globalement, tous les flux que vous avez envoyés vers des non-assujettis, et un non-assujetti, ça peut être une entreprise à l'étranger. J'envoie une facture à une entreprise qui n'est pas assujettie en France, c'est un flux d'e-reporting. Et là, tous les 10 jours, vous enverrez un fichier, on va dire compacté, des opérations, en clair de la TVA que vous allez collecter au fil de l'eau, de façon à s'inscrire dedans. Donc, bien entendu, rassurez-vous, vous pourrez continuer vers les non-assujettis, envoyer le document, soit en papier, soit en mail, ou soit pas l'envoyer du tout, hein, si, ah. Mais on garde ce canal-là. Par contre, la difficulté, enfin la complexité entre guillemets, c'est qu'il faudra quand même que vous passiez quelque part une opération à la plateforme pour indiquer la TVA collectée qui est passée par ce canal de distribution, qui n'est pas passé par le portail. Est-ce que c'est clair? Parce que c'est toujours j'allais dire une petite question de ce côté-là, qui semble un petit peu complexe à comprendre, mais on a un dernier schéma qui reprend, c'est peut-être qui va peut-être vous simplifier la vision. Là, le dernier dans ce sens-là, on a, j'allais dire, et on le met parce qu'il a quand même son importance, un émetteur, un destinataire qui passe chacun par une plateforme de dématérialisation partenaire. Souvent parce que l'un et l'autre sont des gros donneurs d'ordre, ils peuvent s'échanger là les factures entre plateformes, et la plateforme de l'émetteur a une obligation, c'est celle d'envoyer le flux de TVA au portail public de facturation. Vous faites passer votre facture, il extrait toutes les données de TVA, il les envoie au portail, et la facture continue sa route sans passer par le portail vers l'autre plateforme. On a un peu anticipé, Julie. Euh, Là, on a refait les tableaux. C'est pour ça que, à tête reposée, vous pourrez consulter. Alors, j'ai mis non exhaustif parce que, bien entendu, on ne peut pas tout lister lors de ces présentations. On a oublié de vous dire avec Julie que ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est en fonction des informations qu'on a. On a depuis un an qu'on fait bientôt cette présentation. Elle a quand même pas mal changé parce qu'il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui vont encore un Mm. petit peu évoluer, mais les grandes choses sont dites. Allez, on va dire une ou deux bêtises pendant le webinaire, et on s'en excuse par avance, mais c'est pas volontaire de notre part. Vous avez donc ces deux grands types d'échanges. L'invoicing, c'est globalement, et c'est important parce que vous allez devoir typer vos flux pour voir comment vous vous positionnez dans la réforme, quel type d'échange vous allez devoir faire, et probablement quel type d'outils vous devrez choisir, soit dans l'amélioration dans votre gestion commerciale pour un certain nombre de données, pour le transport ou des choses comme ça.
Donc l'invoicing, on le retrouve dans le B2B domestique, donc les ventes entre deux assujettis en France. Voilà. Dans les factures B2G, c'est les factures avec la sphère publique. Donc ça, on connaissait déjà. Les factures d'acompte, je les précise bien là parce que on oublie souvent que les acomptes sont fiscalisables. Voilà. Donc vous allez devoir les gérer avec tout ce que ça implique au moment des soldes. Enfin, je parle pas des promotions, hein, je parle du solde de la facture. Et puis par effet miroir, on a les factures d'achat. Donc voilà, en invoicing, c'est-à-dire on va dire en documents plus données, les échanges qu'on a, et j'ai mis en temps réel. C'est-à-dire que dès lors que je fais ma facture, et la DGFiP rappelle régulièrement qu'une facture doit être faite dans les meilleurs délais, et là maintenant les meilleurs délais, ça s'appelle 48 heures, après la réalisation de la prestation ou la livraison du bien. Donc c'est vraiment du temps réel. J'ai livré lundi. On peut penser que j'ai mis ma facture aujourd'hui et que c'est rentré dans ma déclaration de TVA si je suis passé par les plateformes. C'est important. Je sais que ça va poser quelques difficultés à certaines organisations. Les réponses de la DGFiP, elles sont simples. On ne change rien à la loi. On se donne les moyens de contrôler l'application de la loi. Ce qui est aussi vrai pour les factures d'acompte, puisqu'il rappelle que on doit mettre la TVA sur une facture d'acompte. Et le deuxième type Juste, je fais un d'échange, petit focus très très rapide. Fabrice, tu m'entends? oui, je t'entends, Julie, j'espère que tout le monde t'entend. Petit focus rapide. Je pense que c'est une raison aussi pour la préparation à la facture électronique. Sachez que depuis le 1er janvier 2023, si vous, vous demandez des acomptes à vos clients, la facture d'acompte est obligatoire depuis le 1er janvier 2023. Voilà, ça c'est un changement qui est passé un peu à l'as, je trouve, au niveau de la communication. Parce que par exemple, eh bien, nous, dans l'informatique, on a des délais et ce qui se faisait régulièrement, c'était lors de l'émission de la première facture, la compte était déduit alors que il était versé des mois en avance. Et donc là, le gouvernement a dit, ça suffit, maintenant, il faut déclarer la TVA au moment où la compte est versée. Donc attention, juste voilà un petit focus sur les nouveautés de 2023, du 1er janvier, où rien à voir avec la partie facture électronique, mais je me permets voilà d'enrichir un petit peu sur une autre thématique. Oui, mais il y a aussi les données obligatoires qui s'enrichissent et qui font partie du cadre de cette réforme. Donc, et merci Julie pour ces précisions. On est à l'invoicing. Finalement, c'est facile, c'est peut-être le plus facile pour identifier les flux. Le deuxième type, ça va arriver, c'est les flux d'e-reporting. Alors là, on en a listé quelques-uns. La liste, elle est longue comme un jour sans pain, à peu près. Il y a plein de cas. Vous voyez, alors les ventes B2B envoyées à des clients hors de France, dont Monaco, Mayotte, Guyane, Alicom. Il y a des cas particuliers en plus entre certains départements d'outre-mer. Le B2C domestique, donc vers des particuliers, donc on l'a vu. On parlait tout à l'heure du magasin, mais c'est vrai pour un food truck qui fait des sandwichs. Il encaisse de la TVA, il devra faire des flux d'e-reporting avec son logiciel de caisse ou je ne sais où il saisira manuellement, mais il devra faire ses flux d'e-reporting. Et vous voyez, j'ai mis périodicité à définir ici. Les flux d'e-reporting pour la vente de détail, a priori, ce sera tous les 10 jours, un fichier tous les 10 jours avec une rupture par journée de l'ensemble des ventes. Les livraisons intracommunautaires à exportation de biens exonérés, des ventes à distance au sein de l'UE, et voilà, il y a tous ces cas-là qui sont, on vous a mis des liens pour voir tout ce qu'il peut y avoir dedans. Donc, je vais prendre un exemple pour vous dire quand même que le système, ils ont essayé de le rendre le moins complexe possible. Enfin,
je devrais pas dire le moins complexe possible, mais ils ont essayé de penser à tous les cas et éviter les ressaisies. Vous achetez, un service au Maroc, donc vous êtes dans un achat euh, international. Donc là, vous devrez le passer en e-reporting. Bien que vous êtes le destinataire, ce sera à vous en France de faire passer le flux. Vous achetez un bien au Maroc, et bien là, vous n'avez rien à faire puisque c'est le service des douanes qui s'occupera de la déclaration. Donc, le principe, c'est si on a la donnée quelque part, on ne vous oblige pas à la ressaisir. Euh, donc, ça va quand même dans le sens d'enrichir le plus automatiquement possible l'ensemble des flux. Ce schéma-là, en gris clair, c'est les gens dans la réforme. Donc, vous voyez, tout ici, c'est des échanges inter-entreprises. Et puis là, il y a les gens en réforme. Alors, on parlait des gens, des échanges hors réforme. Il y a vos clients et vos fournisseurs qui sont hors réforme, mais il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, des documents qui sont en réforme. Et c'est bien là que les plateformes de dématérialisation partenaires ou les opérateurs de dématérialisation vont aussi avoir beaucoup de valeur ajoutée à apporter. C'est la plateforme publique de facturation, ce qu'elle attend, c'est des factures ou des flux de TVA. Vos bons de commande, vos bons de livraison et tout ça, ça l'intéresse pas, et ça l'intéresse tellement pas qu'elle veut pas les voir. Donc, quelque part, vous aurez votre facture qui passera par les plateformes et peut-être que les documents annexes, vous continuerez à les faire passer par des adresses mail ou des choses comme ça, ou peut-être que votre plateforme partenaire vous permettra, et c'est ce qui est le plus probable, ou votre opérateur de dématérialisation, de gérer indépendamment tous vos flux. Dès que vous allez avoir des flux mixtes, de toute manière, vous devrez faire appel probablement à un opérateur ou à un partenaire de façon à vous simplifier la tâche. J'ai eu une question, il me semble tout à l'heure, pour dire ma gestion commerciale ne distingue pas. Regarde comment la question était posée, Julie, si tu la retrouves. Les clients France, export et Union européenne, Et ben c'est ça? oui, oui, tout à Mais fait, ça c'était va ça être la une donnée question. obligatoire. Donc ça va Ben, être un euh, enrichissement. par la force des choses, parce que Ouais. euh, Aujourd'hui, globalement, en fait, ils savent pas peut-être faire la différence, mais demain, vu que ce sera une donnée obligatoire, vous devrez renseigner sur votre fiche client cette information, et à ce moment-là, les je vais plus solutions loin. En arriveront fait, à faire. dès lors, il y a une règle qui est simple, hein. Si j'ai un numéro de sirène, si l'entreprise française, si j'ai pas de numéro de sirène, c'est que c'est autre chose. C'est déjà une première règle, hein. Voilà. Donc globalement, par la force des choses, euh, vos gestions commerciales devront être en capacité, et pour la plupart, elles ont déjà cette possibilité-là, de renseigner ce type de données. Mais c'est surtout vous qui allez avoir, vous aussi, ce travail de front à faire, d'enrichir vos fiches clients de façon à ce que le flux soit complètement en automatique. De toute manière, ce qui est clair, c'est que sans numéro de sirène, vous ne pourrez pas déposer sur la plateforme, quelle qu'elle soit. Ça passera pas. Donc, vous allez, par la force des choses, renseigner au fur et à mesure ou en masse vos fiches clients parce que vous dites, bon, c'est pas grave, ça passe pas par la plateforme. Si, parce qu'à terme, le destinataire, lui, pourra pas récupérer la TVA. Donc, je pense que tout le monde va se mettre d'accord pour le faire comme ça. Donc, globalement, il y a un certain nombre d'automatismes. Dès lors que les données sont propres, elles vont pouvoir se faire le plus simplement possible. Ça demande juste, effectivement, à globalement à peupler vos bases et à les tenir à jour. On a remis en bas la règle, hein. Alors, c'est celle qu'on utilise, hein, nous, mais euh, deux assujettis ou plus un invoicing, un assujetti, c'est de l'e-reporting. Peut-être qu'on va en profiter quand je dis ou plus. Vous avez des cas où aujourd'hui, quelque part, il y a plus de deux assujettis dans l'échange.
mais on oublie un tout petit peu. Alors on le traite manuellement. Je vais prendre un cas que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est j'ai mes factures et mes factures vont chez un facteur. Eh bien, globalement, le facteur, il est un peu partie prenante de la facture pour diverses raisons. Donc, on est à plus de deux, et là, à ce moment-là, il faudra autant que faire se peut, sauf si c'est un facteur caché, indiquer le plus tôt possible les tiers à la facture. Vous avez le cas que vous connaissez peut-être avec Chorus Pro, pour les gens qui sont notamment dans les travaux publics ou les gros chantiers ou gros projets, où il y a un valideur qui peut être qui est extérieur, par exemple un architecte qui valide si tout est conforme et qui rentre dans la facture pour valider, pour la mettre en paiement. Donc là, on a aussi un troisième tiers qui prend part au cycle, au moins pour le cycle de vie de la facture ou des statuts. Donc voilà, dans quel cas on peut se retrouver. On a le cas aussi de la formation, il peut y avoir un OPCO, des choses comme ça, bien qu'il semblerait qu'on va le traiter, on va le traiter différemment. Donc vous avez un certain nombre de flux et essayez de les identifier. C'est le conseil qu'on donne dans les nouveaux webinaires, c'est de les identifier le plus rapidement possible. Est-ce que tu veux qu'on fasse une pause Oui, question? j'ai quelques questions, effectivement. Oui, au fur et à mesure, effectivement, j'ai des questions qui sont arrivées. Ça concerne notamment pas mal les échanges entre assujettis et non assujettis. Il y a un petit peu de flou là-dessus, visiblement, notamment par rapport aux non assujettis à la TVA. Comment ça se passe? Et un non assujetti qui facture une entité assujettie. Alors, là, on est dans le cas, si on applique notre règle, d'un flux d'e-reporting. Globalement, alors, j'ai l'émetteur qui est non assujetti, donc lui, j'allais dire, ne facture pas avec de la TVA. A priori, elle va pas être récupérable, donc à ma connaissance, on n'a pas l'obligation de le passer dans le flux. Il est évident qu'un certain nombre d'entreprises souhaiteront, même s'il n'y a pas de TVA, passer dans un flux reporting, même si c'est à zéro, parce que ça va leur permettre d'avoir un espèce de miroir de leur comptabilité, très probablement. Mais là, on est dans un cas où, et Julie, je vais te demander de le noter parce qu'il faut que je le vérifie, où Oui, on est dans un échange, on a un échange complètement hors réforme de ce côté-là. d'accord. Donc, on apportera Oui, tout à fait. Il faut que je vérifie parce que j'ai un petit doute. une, euh, Voilà. une réponse J'avais dit que complémentaire. voilà, j'avais dit que je ferais une toile pendant ce webinaire, donc ça y est, j'ai fait ma toile. Voilà. Une autre question, toi, Julie? Oui. Qu'en est-il des factures pro forma? Allô? Je- Oh, j'étais en train de réfléchir. Je t'entends Excuse-moi. plus, Fabrice. Tu m'entends ou pas? Ah, oui, oui, c'est bon, oui. Ok. Bon, c'est bien. Aujourd'hui, on a des bonnes questions, hein. Ouais. Et je te cache pas que celle-là, j'ai la réponse quelque part. Note là, parce qu'il y a un petit truc particulier. Je crois avoir vu passer en plus une modification il n'y a pas très longtemps dans les nouveaux specs. Comme c'est Ok. enregistré, je vais pas dire. Voilà, je préfère faire une réponse écrite, mais On apportera une réponse, ouais, complémentaire. Ça je marche. crois qu'il est considéré qu'elles n'ont pas d'existence légale. Mais je mets des guillemets de partout et je ferai une réponse écrite de ce côté-là. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir une question facile, Julie? Parce que là, Bah, là, pour le moment, on peut enchaîner. Du coup, on regardera bon, un peu bon, plus tard. On je te sait jamais, remercie. histoire que je mette pas le doigt sur une autre. Voilà, tu retrouves. Allez, en quelques mots.
Donc, euh, l'avantage de cette réforme, c'est qu'elle est quand même, finalement, elle vous laisse pas mal de liberté. Vous êtes fournisseur, vous choisissez votre plateforme d'émission et vous dites, moi, je diffuse ma facture par la plateforme que je souhaite, indépendamment de ce qu'attend mon client. Alors, vous voyez, j'ai mis la facture X, on va voir un petit peu plus loin à quoi ça correspond. Et puis le destinateur, il choisit la plateforme que lui, il a choisi aussi. Donc, même sans vous connaître, alors bon, quand on s'échange les factures, le mieux c'est de se connaître un petit peu quand même, mais vous pourriez changer les factures. Voilà aussi pourquoi on a dérogé, hein, parce que ça veut dire que s'il y avait du piratage quelque part, et j'ai vu une question tout à l'heure sur la sécurité des données, hein, c'est une des contraintes des PDP, hein, sur la sécurité des données, elle est énorme, mais on pourrait estimer que si l'annuaire est piraté, quelqu'un pourra envoyer en masse des factures, donc il faudrait faire des rejets de masse. Donc, vous choisissez votre plateforme d'émission, votre plateforme de réception, comme le disait Julie, vous pouvez choisir la même, mais vous pouvez en choisir une différente et vous pouvez même, si vous le souhaitez, si vous souhaitez varier les plaisirs, avoir 2 plateformes de réception et 3 plateformes d'émission. Euh, Sachant que le CIREL, lui, n'en a qu'une, mais vous pouvez les décliner sur vos SIRET ou créer des services. Euh, L'avantage, c'est que ça vous fera des charges en plus, vraisemblablement. Mais on a des cas de clients, hein, où le siège a son mode de réception de facture et que les sites de production ont un autre mode de réception. Donc ça peut s'entendre de ce côté. On le disait, la plateforme du fournisseur ici transmet les données déclaratives au portail public et puis les plateformes s'échangent les statuts. Donc vous voyez, globalement, c'est quand même un système qui est assez simple. Pour les formats des documents, alors, on sait globalement ce que je vous disais, hein, par simplification, on parle beaucoup de facture X, mais il existe quand même d'autres modes, mais qui vont se rapprocher de façon, d'une manière ou d'une autre. Il semblerait que pour nos marchés principaux, hein, qui sont quand même des PME, ça semblerait être quand même le format le plus usagé. L'avenir nous le dira, mais c'est quand même un standard. Bon, au départ, c'est un standard franco-allemand, mais c'est celui qui, dans bien des cas, va couvrir simplement et sera quand même un langage un peu universel. Toutefois, dans ces factures X, vous voyez, on a 4 couleurs. Du bleu marine, qui est le format de démarrage, où il y a pratiquement que des données d'entête et de pied de page. Petite subtilité, c'est pour ça qu'on a mis. Donc, qui est ce qu'on traite nous régulièrement aujourd'hui avec des docs. Hein. Vous allez avoir le nom du client, son adresse, dans des blocs de données. Vous allez avoir son numéro de SIRET, son numéro d'intracom, et puis en bas, vous allez avoir le total hors taxe, la TVA, le TTC, les bases de TVA, les taux de TVA, voilà, des données qui sont celles qu'on verra un peu plus loin, qui sont connues. Donc ça, le bleu, c'est simple et à la limite, on n'a pas trop besoin des éditeurs à jour. Mais ce serait un peu se mentir parce que au final, on va dire en phase au bout du bout, on va avoir besoin des données de ligne. C'est pour ça que viser, j'allais dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, viser un format conforme à la norme 16931 qui va être un peu modifiée en termes de version, mais viser cette norme-là parce que c'est celle qui va se pérenniser, qui vous permettra globalement d'échanger euh, en donnant satisfaction à tout le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la réforme et la loi, c'est magnifique. Elle vous dit, eh ben, il y a 4 formats, choisissez dedans, choisissez le vôtre, et puis de toute manière, on les transforme à celui qui est attendu par le destinataire. Mais le destinataire, c'est quand même un client, in fine. Et si le destinataire, il vous demande de rajouter des données qui sont pas obligatoires, vous ferez comme aujourd'hui, vous arrangerez à les mettre. Donc, il faudra des cases où vous pourrez faire rentrer des choses attendues.
Donc, il faut aussi regarder en fonction des échanges que vous avez. Euh, Même si en théorie, il peut pas vous obliger à les mettre, au final, vous les mettrez parce que c'est comme ça que ça s'est passé jusqu'à maintenant. Et je pense que ça changera pas beaucoup. Donc, prenez quand même des formats qui soient suffisamment riches. Euh, pour la personne qui demandait, on a mis la source en bas. Et puis on vous a mis plein de liens où vous pourrez télécharger ces formats ou des choses comme ça, ce qui est toujours intéressant de ce côté-là. Euh, mais ne rentrez pas trop dans la technique, hein, de ce côté-là. Faites confiance à vos partenaires. Je pense que les gens qui font la gestion commerciale et tout ça vont pouvoir vous accompagner dessus. Puis nous aussi on est là. Hein, je vous disais, on fait déjà de la facture X basique WL avec notre imprimante virtuelle. Donc ça peut être. N'hésitez pas à poser des questions. On est très attentif là-dessus. Donc au démarrage, 24 blocs de données obligatoires. Alors un bloc de données, il peut y avoir plein de champs dedans et 8 données cibles. Rapidement, on va pas tous les énumérer, hein, les 24 blocs de données. J'en ai relevé quelques-uns. Donc vous voyez, bon, il y a le numéro d'identification sirène, il y a l'intracom, il y a le pays de l'assujetti, la date d'émission de facture, la somme totale à payer. Enfin, globalement, on est dans des choses complètement standards. La grande majorité sont d'ailleurs obligatoires de, pour certaines depuis le 1er janvier 2023. Mais j'en ai mis en gras. Euh, une qui est assez rigolote. C'est la mention de la catégorie de l'opération. Est-ce que c'est une livraison de biens? Est-ce que c'est une prestation de service? Ou est-ce que c'est du mixte? Aujourd'hui, on ne s'en préoccupe pas trop, mais dans la mesure où ça impacte la déclaration de TVA, le document devra porter la catégorie de l'opération. Une livraison de biens, oh bah c'est simple, hein, on voit ce que c'est. Hein, je livre des parfums, bah c'est un bien. Voilà. Livraison de prestation de service, je fais un paramétrage, c'est une prestation de service. Le mix, ça devient un peu plus complexe. Je livre, je livre un logiciel avec une prestation de service, ou je livre du carrelage et je pose le carrelage. Donc on est dans des cas qui sont un peu complexes de savoir est-ce que c'est le carrelage, est-ce que la facture c'est de la livraison de biens parce qu'il y a du carrelage ou une prestation de service parce qu'il y a de la pose. Ou est-ce que c'est du mixte? Je ne vous donnerai pas la réponse là. Je sais que Julie l'attendait, mais je la donnerai pas là. Parce que la réponse qui nous a été faite par la DGFiP, c'est de dire, il y a des lois pour ça, il y a des règles, et c'est l'application de la règle. Certains acteurs, et pour bien des cas, je suis pas loin de penser comme eux, se disent c'est peut-être mieux de faire de facture, au moins on n'est pas embêté. Mais je sais que pour certains c'est pas possible. Donc je vous engage à vous rapprocher là de vos experts comptables notamment qui sauront vous aider, je l'espère, à déterminer quels sont les cas notamment de TVA où c'est du mixte, livraison de biens de prestation de service. En gras, on a mis aussi le numéro de facture unique, mais c'est simple. Hein, donc, il n'y a pas deux factures en France qui auront le même numéro, mais on va s'appuyer sur les numéros de styrène puis les numéros d'incrémentation standard, a priori. On pourra faire des factures rectifiées. Alors ça, je pense que ça va faire plaisir, notamment aux utilisateurs Chorus Pro, où c'était quand même, ça pouvait être un peu lourd. Donc, on va pouvoir utiliser des numéros entre guillemets pour quand une facture a besoin d'être complétée ou modifiée. Et puis on a des mentions éventuellement d'autofacturation et des On a mentions des questions là-dessus, de Fabrice. liquidation. Sur alors, eh ben on va Autofacturation faire. et autoliquidation. Oui. Mais la gestion du mandatement fait partie intégrante de la norme et elle est déjà prévue en fait, sans pour autant peut-être rentrer dans le détail parce que Alors, c'est quand même des cas spécifiques. les mentions de, enfin l'autofacturation, oui. Alors c'est des cas assez spécifiques. C'est quand le destinataire se facture lui-même. Voilà. Donc on le croise de temps en temps. La
question qu'on pourrait nous poser dessus, c'est quelle est quelle est la date d'obligation de rentrer dans la norme? Il semblerait, est-ce que c'est la date du client ou du fournisseur? J'ai la réponse, mais elle va me revenir. J'ai un petit doute. Et puis, l'autoliquidation, j'allais dire, entre guillemets, c'est quelque chose qu'on devrait faire, qui n'est pas fait aujourd'hui dans nos déclarations. Donc, on devra mentionner si on est en autoliquidation ou pas. Ça reste les standards habituels de vos déclarations de TVA. Mais en fait, vous voyez, comme on continue sur la déclaration de TVA et on l'automatise, on va devoir rajouter comment ça s'appelle, dans les informations de la facture, ces indications-là. A priori, il y a des personnes qui ont un petit problème de son. J'ai une personne, oui. Il faut essayer de se reconnecter. Est-ce que vous nous entendez? Moi, je t'entends très bien, Fabrice. Est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, oui, non, c'est bon, on Oui, peut oui. Bon, continuer. Je pense voilà. que c'est un incident. Merci beaucoup De pour l'autre, vos retours. C'est un incident isolé. est-ce qu'on est dans les temps, Julie? Oula, non. Non, pas Oula, trop. oula. Pas du tout même. Oui, oui, oui. Oui. Alors, Et j'ai des questions en plus. bon, on a presque fini. On est sur les mentions obligatoires. C'est pour ça que je vous dis qu'on va devoir rapidement avoir quand même des détails de ligne. Vous voyez, on voit les minorations, les dénominations précises de biens livrés. Ça, c'est la cible 2026. Les quantités. Donc là, on est quand même sur une facture extrêmement complète de ce côté-là. Voilà. Mais bien entendu, vous retrouverez tout ça dans le support. Ce que je te propose, Julie, c'est de prendre les questions parce qu'il est 15h11 et ça va finir peut-être par faire retard. Est-ce que tu peux en réunir quelques-unes ensemble pour qu'on puisse apporter Oui, quelques réponses? oui, 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 tout à fait. J'ai une question sur la taille des entreprises, savoir enfin, dans quelle ligne on se situe. Et enfin, au niveau de la deadline, évidemment. En fait, c'est au niveau de la taille de l'entreprise, s'apprécie comment au niveau des groupes, au niveau des. Faut faire. Est-ce que tu comprends? Je sais pas si c'est très clair. Est-ce que, en gros, la taille de l'entreprise s'apprécie en données agrégées au niveau du groupe? À ma connaissance, oui. À ma connaissance, oui, c'est au niveau du groupe. Alors, de toute manière, la taille des entreprises, j'allais dire, il y a une définition, hein, et on a mis le lien pour retrouver ce que tu parlais sur les bilans et tout ça. Mhm, On a mis un lien sur les définitions précises. Faut vous appuyer là-dessus parce que le découpage grande entreprise, ETI, PME, il a des règles qui sont extrêmement bien définies par l'administration fiscale et c'est globalement c'est toujours les règles de la fiscalité qui font foi. À ma connaissance, c'est au niveau des groupes en agrégé. Euh, pour les grandes entreprises et pour les ETI. Et si vous n'êtes ni grande entreprise ni ETI, vous êtes PME, TPE, micro-entrepreneur. Voilà. Donc en fait, il ne faut pas rechercher si vous êtes une PME, il faut rechercher si vous êtes un grand groupe ou une ETI. Si vous êtes aucun des deux, vous êtes dans l'obligation de la réforme en émission au 1er janvier 2026. Une autre question, Julie? Oui, tout à fait. Au niveau de est-ce qu'il sera toujours possible de mixer de l'EDI et de la facturation classique dématérialisée? Oui, oui. Oui, Alors, ce sera tout à fait possible, tout à comme vous fait. mixez du papier et voilà. Simplement, la grosse particularité, c'est que euh, aujourd'hui, votre DI, si vous êtes émetteur de DI, vous envoyez à votre euh, à votre client un flux EDI. Euh,
Vous avez peut-être un EDI standard ou un standard, enfin bon, ça c'est autre chose. Mais ce flux EDI, vous devrez le faire obligatoirement passer par une plateforme de dématérialisation qui se chargera de vérifier notamment, un, d'extraire les données TVA, et deux, d'être sûr que c'est bien conforme à toutes les obligations de la réforme, mais globalement à toutes les obligations fiscales. Donc vous pourrez mixer, de dire j'envoie un certain nombre de mes factures via EDI parce qu'elles sont attendues en EDI, et parce que j'ai déjà de la technologie EDI chez moi, un système EDI en place. L'EDI, c'est l'échange de données informatisées, hein. Et puis sur un autre flux de factures, le passer dans un des formats de la réforme, le facture X par exemple. Voilà. La seule différence, c'est que vos factures X, ben non, je vais dire non, non, parce que ça dépend du destinataire. Donc on pourra les mixer. Quelque part, si on a l'esprit un peu large, on peut dire que la réforme, c'est aussi de l'EDI, quoi. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Il y a encore des questions par rapport aux associations. Toujours une question entre assujetti à la TVA en fait. Quel sera le process à faire si le client est une association? Donc ça veut dire si on facture une association, je suppose, non assujettie à la TVA du coup. Alors attends, tu peux reprendre? Tu veux que je répète la question? Oui, s'il te plaît, oui. Oui, je suppose en fait, la question c'est si le client est une association, quel sera le processus à faire? Donc là, je pense qu'on parle de si l'entreprise facture une association non assujettie à la TVA, qu'est-ce qu'il convient de faire dans ce cas-là? C'est un flux reporting. La réponse est si vous facturez, si vous êtes vous Ok. assujetti ou vous facturez Donc, un non assujetti, c'est un flux reporting. Donc vous envoyez du papier, du mail, donc la si vous transmission, voulez. La voilà, transmission la est libre. transmission se fait comme aujourd'hui. Voilà. En Oui, gros, vous pouvez garder la transmission comme aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation. En revanche, il faut déclarer un flux d'e-reporting. voilà. Est-ce qu'il y a J'ai une d'autres question questions, aussi, Julie? comment sont reconnus les différents taux de TVA et la TVA sur IMO? Oh, je Alors, sais pas si ça te parle. oui. Alors, les différentes OTR, effectivement, vous allez avoir sur votre facture, euh, j'allais dire, il n'y a pas énormément, enfin, c'est pas la majorité du genre, hein. Vous pouvez avoir différentes bases de TVA et différents taux de TVA. Et donc ça, vous devrez les porter dedans, puisque euh, il faudra détailler cette partie-là en pied de facturation. C'est-à-dire, vous direz, il y a la base sur 100 000, il y a 20, et sur 10 000, il y a 5,5. Voilà. Donc j'ai bien ma base, j'ai bien mon taux. En fait, vous aurez une grille en bas. Nous, par exemple, hein, on est émetteur de factures à deux taux de TVA parce que on a beaucoup d'affranchissement en facturation à nos utilisateurs. Et sur l'affranchissement, vous savez qu'il n'y a pas de TVA. Donc en bas, on a une ligne avec une base de TVA et une TVA à zéro. Donc c'est comme ça que ce sera fait de façon à recoller après avec les règles métiers. Où ça devient plus, on va dire, plus complexe. Et là, c'est sur des factures mixtes, c'est sur la base de la TVA qui serait sur les assujettis ou pas. Et là, je n'ai pas vu récemment de règles précises et très explicites sur le sujet des TVA mixtes. Voilà. Enfin, oui, des régimes mixtes. J'ai des questions aussi par rapport à EDDoc et notre solution, ce que l'on va proposer en termes de services, savoir si on sera plateforme de dématérialisation partenaire et si on fera le dépôt des flux e-reporting et e-invoicing. Alors, les plateformes
de dématérialisation partenaire, dit TDP. Dépôt des dossiers de candidature, c'est en avril, Maintenant. c'est courant mai. Voilà. Oui, c'est au printemps. Alors c'est oui, bon, on va dire au printemps. Donc on est autour des dépôts de candidature. Il y a une chose qui est sûre, c'est que EDLOC ne déposera pas de candidature dans cette première ouverture de on va dire de candidature. Voilà. On va pas insulter l'alliance, c'est pas ce qui sera fait. Ce qui est sûr, c'est que nous offrirons des services de PDP, soit directement, mais je vous l'ai dit, on n'a pas prévu de déposer tout de suite un dossier, soit indirectement via notre solution d'opérateur de dématérialisation. L'opérateur dématérialisation, je vous disais, il faut qu'il apporte de la valeur. Apporter de la valeur, c'est faire de la masse, mais c'est aussi, j'allais dire, traiter des flux hors réforme. Donc, typiquement, tout à l'heure, on disait, j'ai des clients qui sont professionnels, des clients qui sont particuliers. C'est pas le même mode de distribution. C'est bien de tout retrouver dans la même plateforme. Et dès lors que vous avez distribué une facture à un particulier ou à un non assujetti, il est évident que vous avez une envie importante éventuellement de construire des flux d'e-reporting de façon à simplifier la vie des utilisateurs. Euh, voilà aujourd'hui où on est le chantier chez EDLOC. J'allais dire, connaître un peu l'écosystème chez un peu tout le monde. On est tous, j'allais dire, à fond dedans. C'est de proposer une OD entrante et sortante connectée à une PDP. Voilà. Pour l'ensemble des flux. Julie, est-ce que il y a d'autres questions? Tu as bien noté ce que je dois Oui, oui, j'ai bien les noté, oui, ne questions sur t'inquiète pas. lesquelles je dois répondre, voilà. Est-ce qu'il y a un autre flux de questions? Euh, Alors, si moi j'en vois une que Alors, je vais prendre. oui, Oui, vas-y, vas-y. vas-y. Je vous Non, parle non, vas-y, depuis tout vas-y. à l'heure de dépôt en masse. Donc, cette question, c'est à partir de quel nombre on considère que c'est un dépôt en masse. Je vais vous faire une réponse de Normand un peu. Hein. Je vais vous dire, c'est un peu à partir de combien de temps on considère qu'une course à pied est longue. Ça dépend. Voilà. Euh, je pense que les utilisateurs de Chorus, alors nous, il y en a qui nous disent, ouais, au-delà 50, ça commence à être pénible. Euh, que, voilà. Aujourd'hui, les retours sur investissement, je parle pas dans la réforme parce qu'on n'en est pas là, mais sur des utilisateurs de plateformes comme nous, se font aux alentours de 100 factures par mois, Julie, c'est ça. Si on parle de retour sur investissement pur et dur, en dehors du service apporté. Sur, sur les émetteurs, Oui, excuse-moi, j'ai on pas. pense un émetteur Euh, qui a, on va dire, 100, 200 factures par mois, aujourd'hui, hein, j'allais dire, trouve son compte à passer avec des outils de production, à valeur ajoutée. Toi qui es sur le oui, terrain, c'est peut-être toi qui peux oui, oui. nous guider là-dessus. Voilà. Après, Ça dépend, enfin, voilà, ça ça dépend de la dépend aujourd'hui complexité. de. Exact. Si Voilà. vous avez du chorus, de l'envoi mail et éventuellement un autre canal de distribution, l'avantage des solutions comme des docs aussi, c'est d'automatiser tout ce flux. Et demain, ça va dépendre de votre cas aussi. Si vous avez simplement des échanges en France ou si vous avez des échanges à l'étranger aussi. Donc, est-ce que vous allez garder du multicanal ou pas? Comment est organisée votre entreprise? Là, je pense qu'il faut éventuellement nous faire part d'un petit mail et puis on peut prendre rendez-vous et vous donner quelques échanges. Mais là, ça va être vraiment au cas par cas, je pense. Pareil, demain, enfin aujourd'hui, sur Chorus, je ne sais pas quel est le nombre d'infos à renseigner, mais je sais pas, il y en a moins d'une dizaine, je crois. Alors que demain,
demain, il va y avoir beaucoup plus d'infos à renseigner sur le portail. Donc, est-ce qu'il est judicieux de garder le... À ce jour, en fait, on n'a pas le portail de public de facturation, il n'est pas encore disponible. Il sera en test, d'après mes dernières infos, en janvier 2024. Et donc, c'est à ce moment-là où on pourra peut-être vous dire au niveau de la volumétrie en elle-même, mais juste la volumétrie. Parce qu'après, si effectivement vous avez des flux plus complexes que cela, à mon avis, un outil d'automatisation de tout ça va être vite nécessaire, quoi. Je sais pas J'ai si une tu es d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Va falloir attendre avec l'usage. Je pense que l'urgence aujourd'hui, enfin l'urgence, faut pas s'affoler, c'est d'identifier vos flux, d'avoir les principes de la réforme et ce que ça va faire évoluer, de le prendre comme, j'allais dire, une opportunité et quelle que soit la taille de votre organisation, si vous êtes, j'allais dire, dans cette réforme-là, commencer à constituer un espèce de groupe de travail, de réflexion assez rapidement, de façon à pouvoir faire étape par étape. Hein. Je vous disais, on va avoir un nouveau cycle de webinaire sur comment l'appliquer et quelques conseils ou la façon dont on peut envisager les choses. J'ai une petite précision à faire parce que sur les questions, il y a une précision qui a été apportée et je suis assez d'accord finalement avec ça. C'est on me demandait quelqu'un demandait sur comment s'apprécier la taille de l'entreprise. Euh, et une des personnes nous faisait remarquer que c'était vraisemblablement sur la sujetti. Je suis entièrement d'accord avec ça. Finalement, c'est ce qui est le plus logique, c'est la sujetti, non le groupe, sauf si on est en groupe de TVA. Et à ma connaissance, c'est pas ce qui est le plus répandu. Donc, on va redescendre à la sujetti, ce qui est tout à fait, en y réfléchissant, c'est tout à fait logique puisque puisque ça va descendre aux sirènes. Voilà. Donc je vais voter pour cette réponse-là. Voilà, je pense qu'elle est juste. Est-ce que nous avons fini avec les questions, Julie? Alors de ce que j'en vois, oui, on nous demande le support du webinaire qui sera transmis sans souci. D'habitude, on le met en lien de téléchargement, mais alors je suis peut-être pas très douée, mais je le vois pas. Donc Non, tu le vois pas, Julie, parce que j'ai oublié de le mettre, mais je vais demander au marketing de mettre le lien de d'accord. téléchargement avec le mail de Oui, mais au pire, on remerciement l'enverra dessus. par Voilà. mail. Voilà, il y a pas de, on vous le transmettra, il n'y a pas de souci. Eh ben, il nous reste à vous remercier, je pense, en priant d'accepter nos excuses pour cette durée un petit peu exceptionnelle. Euh, vous allez avoir le support. On vous a mis des résumés de ce qu'on a mis et surtout dans le support, n'hésitez pas à consulter ces liens. Il y a pas mal de choses intéressantes sur ce sujet-là et notamment des informations sur info.gouv, des informations sur la FNFE. Vous allez pouvoir avoir des choses un petit peu plus détaillées dans certains cas, notamment le tableau des opérations situées dans le champ d'e-reporting, vous savez, un seul assujetti dans le cadre de la réforme. Pour ma part, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et puis un bon printemps, Oui, puisque merci ça arrive beaucoup. bientôt. Voilà, en vous remerciant, Oui. et puis on reste à votre disposition avec Julie et l'ensemble de l'équipe des docs pour toutes les questions que vous Ouais, si pourriez toutefois vous avez des avoir. questions qui arrivent un peu après, ou n'hésitez pas à nous contacter, il n'y a aucun souci. Merci à tous. Eh ben, Julie, merci aussi à toi. Bonne Merci fin de à toi journée. aussi. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.